Le cercle RH et les experts de Smart Job pour balayer une actualité qui est aujourd'hui très très riche. Je vous présente mes invités, puis je vous parlerai des thèmes entre les retraites, la RATP et l'assurance chômage. Olivia Copin, ravie de vous accueillir, fondatrice du cabinet Just Business, enseignante au CELSA. Merci d'être là. À vos côtés, Jean-Michel Garrigue. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Très heureux de vous revoir. Directeur associé en charge des RH chez BLB Associés avec un S. Et François Vigne, bonjour. Voilà. Vous êtes associé chez Sycomore Corporate Finance, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Commençons par les retraites. Parce que je vous surprends un peu, parce que vous vous étiez dit, on va parler de la RATP, de cette prime pour ceux qui vont au travail. Mais quand même, les retraites, j'ai reçu le mandat de nos compatriotes de décaler l'âge légal de départ de 4 mois par an, aujourd'hui fixé à 62 ans, et qui sera relevé à partir de l'été 2023 pour atteindre 65 ans en 2031. Ça, on comprend. Puis après, ça se complique, puisqu'il évoque l'idée que peut-être, en tendant la main au syndicat, que ce ne serait peut-être pas 65, mais que si on a les trimestres, c'est quand même bon. Je vous vois sourire. C'est quoi, c'est quoi la stratégie là ? Il fait un peu de politique. Il faut faire en forme. Il faut donner du grain à moudre également au syndicat. Il faut que chacun trouve sa place. Il est plus simple de parler de trimestre de fait que de limite d'âge. Il faut éviter les chiffons rouges. Donc c'est pour ça que c'est une petite subtilité de langage. Maintenant, cette réforme, il faut la faire. Néanmoins, il faut travailler plus. Il faut travailler plus. Comment vous avez regardé le président à travers ces prises de position très stratégiques, qui tend la main au syndicat tout en disant qu'il n'y aura pas de négociation, mais de la concertation. Il y a quoi là ? Il y a de l'hésitation ou il y a de la stratégie ? Il y a de la stratégie, évidemment. Il faut supprimer, comme vous le disiez, le chiffon rouge des 65 ans, quitte d'ailleurs à ce qu'on arrive à terme à un départ à plein droit au-delà de 65 ans. Ben oui, on y arrive là, forcément. Quand on calcule ces trimestres, on n'a pas le choix. Exactement. On commence à travailler souvent tard, et il faut cotiser donc maintenant plus de 42 ans, ce sera bientôt 43 et même 44 ans, pour pouvoir prendre une retraite à taux plein. Et à ce moment-là, le seul moyen d'y arriver, c'est évidemment d'augmenter le nombre de trimestres de cotisation. Je redonne la phrase d'Olivia Copin, c'est « il y a une concertation, mais pas pour ne rien faire », dit-il. Il le dit d'ailleurs avec passion quand il le dit. Donc si en plus, dès 64 ans, on allonge les trimestres, dit le président, moi je suis tout à fait ouvert, mais il faut aussi que tout le monde s'engage. Donc on voit cette stratégie de main tendue aux syndicats. Sur le fond, vous dites on n'a pas le choix, il faut la faire cette retraite, aussi douloureuse soit-elle ? Oui, je pense qu'il faut la faire, mais ce qui est intéressant, c'est du coup, là, on est vraiment dans la stratégie de communication, on est dans la maîtrise d'éléments de langage. Effectivement, il y a ce chiffre rouge, cette ligne rouge à plus franchir, qui est ces 65 ans. 3 ans de plus, parce que c'est ça l'idée. Donc après, c'est la limite de la communication aussi. Et je ne pense pas que les gens savent calculer aussi bien que vous et moi. Donc du coup, après, ça permet de se positionner, non pas comme un président jupitérien qui décide de tout, mais de montrer qu'il est aussi capable de flexibilité et d'ouverture face au débat. Mais ça reste quand même des éléments de langage. On va découvrir. Je ne remarquais pas, il me semble que le président n'a pas beaucoup parlé des fonctionnaires et on a dit qu'il voulait les ménager, ni des régimes. Les choses sont réglées, puisque Stanislas Guerini, sur ce plateau, il y a 3 semaines, a clairement réglé le problème. Je lui ai posé la question en disant on ne touche pas à cette question des retraites des fonctionnaires, c'est-à-dire les 6 mois pour les fonctionnaires et les 25 meilleures dernières années pour le privé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut la faire, cette réforme, et qui aura il faut la faire, mais qui aura le courage politique de la mener jusqu'au bout ? Jean-Michel Garrigue, un dernier mot. Permettre, parce qu'il a un deuxième quinquennat et dernier consacré justement à pouvoir oser en principe. Il ne faut pas oublier aussi une chose qui est très importante, c'est qu'il y a des questions de vase communicant. On ne règle pas l'allongement de la durée de cotisation et le nombre de trimestres que l'on doit obtenir pour avoir une retraite à taux plein, si l'on ne règle pas par ailleurs la question de l'emploi des seniors. Évidemment. Parce que sinon, on diminue le poids de l'assurance retraite, mais on augmente celui de l'assurance chômage. Oui. Enfin, on n'a pas le temps parce qu'il y a beaucoup de sujets à balayer, mais vous avez vu qu'il y a eu le débat de la suppression ou réduction des cotisations pour garder vos seniors. Mais enfin, si on supprime les cotisations, on ne peut plus cotiser aux retraites. Enfin, on n'y comprend plus. Enfin, Il y aura quand même plus de revenus, donc ça peut être une... Vous dites, on gagne quand même sur le nombre de salariés qui cotisent, tout en réduisant les cotisations. Il y aura plus de revenus de l'économie et de toute façon, ça sera positif. Après, il faut juste éviter les effets d'éviction parce que si vous donnez des primes, je dirais, pour les jeunes et pour les vieux, après, ça risque de créer un chômage pour les personnes entre deux âges. Et puis dans le cumul emploi-retraite. Donc il faut faire attention aux effets d'aubaine. Le cumul emploi-retraite qui est autorisé intégralement maintenant, vous continuez à cotiser
mais vous n'avez plus d'acquisition de poids. Exact. Donc déjà, vous contribuez, même si le nombre global on cotise est à assez perte, limité. pour le dire simplement. Exactement, on cotise à perte. Tournons la page parce que je pense que ça va vous faire réagir cette information, alors qui est confirmée évidemment, cette prime que la RATP va mettre en place pour lutter contre l'absentéisme. Alors c'est une prime de 450 €, alors elle est évolutive et dégressive, pour les salariés bons élèves qui globalement acceptent de venir travailler sans s'arrêter. On est d'accord ? Est-ce que vous avez bien vu la même information ? Est-ce que ça vous a choqué ? Est-ce que ça vous a heurté, finalement, de payer un salarié avec son salaire, plus une prime pour le remercier de venir au travail ? Enfin, je crois que la prime, ce n'est qu'un pansement. Elle est le symptôme d'un mal plus profond. Aujourd'hui, la RATP a un vrai problème. La RATP n'arrive plus à recruter et la RATP est frappée par un très fort taux d'absentéisme et par beaucoup d'arrêts maladie. Donc, ce pansement, pourquoi pas, même si c'est vraiment de la vieille méthode. Hein. On sait qu'autrefois, il y avait des primes de chaussures, de la fonction publique, il y a plein de choses comme ça. Il faut la prime d'escarbille et les SNCF. Donc, on peut d'ailleurs se demander si ils ont pris un président, enfin, comme nouveau président, l'ancien Premier ministre, c'est pas forcément un spécialiste, je dirais, des questions de transport. On a peut-être mieux fait de prendre un vrai spécialiste pour animer cette société. Je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait diagnostiquer quel est le vrai problème de la RATP. Pourquoi la RATP n'arrive pas à recruter des chauffeurs ? Pourquoi aujourd'hui, elle n'arrive pas non plus à les garder ? Pourquoi elle n'arrive pas à les faire travailler ? Il y a un vrai problème qui doit être traité de façon profonde, mais aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est de diagnostiquer le problème et de prendre des mesures de long terme pour permettre de répondre au malaise de tous ces salariés. Manifestement, ils sont aujourd'hui en situation de fragilité sociale. Il faut aujourd'hui les remobiliser au service des transports publics, qui sont en plus un grand enjeu pour l'ensemble de l'économie française. Alors, il faut préciser quand même, je n'ai pas donné l'info, mais les syndicats, l'UNSA, RATP et quelques autres, sont vent debout en disant on ne veut pas de cette prime, on n'a pas besoin de cette prime, il faut rebâtir une stratégie plus globale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour le grand public, c'est quand même assez choquant. Enfin, pour les salariés qui vont au travail tous les jours sans avoir d'arrêt maladie, dans une entreprise privée, ils n'ont pas de prime, de remerciement de présence. Enfin, c'est quand même dingue. Oui, je pense qu'on frise l'absurdité. Total. Et puis, en plus, il y a quand même un aveu d'échec, parce que je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que ça montre à quel point le problème de fond n'est pas compris, n'est pas réglé, parce que c'est un aveu d'échec terrible. C'est-à-dire se dire qu'on va payer les gens en plus des salaires pour qu'ils viennent travailler. Enfin, là, on est dans une... Et à contrario, ceux qui sont en arrêt maladie, ils sont de manière complaisante, il faut le préciser. Voilà, donc du coup, et puis ça infantilise quand même beaucoup les chauffeurs de bus, et puis ça jette l'opprobre sur toute une profession, quoi, parce qu'effectivement, il y a peut-être des abus, sûrement, il y en a partout. Il me semble. Mais il y a aussi des personnes qui vont pouvoir essayer de confronter à des difficultés de la vie, qui sont vraiment en arrêt maladie, ou je pense aux femmes parfois qui doivent, l'enfant est malade, c'est souvent elles qui vont le chercher. Elles ne prennent pas le service à 5h du matin. Donc du coup, je trouve ça assez finalement injuste, et puis finalement, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire là, il faut vraiment s'attaquer au problème de fond. Pourquoi cette profession n'est pas attractive ? Quelles sont les causes de cette crise d'attractivité ? Quelles sont vraiment les demandes ? Est-ce qu'elles sont audibles ou pas ? Dans ce cas-là, discutons-en, plutôt que de mettre en place une prime comme ça qui infantilise tout le monde et qui, pour moi, n'est pas du tout efficace. Décision prise avant, évidemment, l'arrivée de Jean Castex. C'était quelque chose qui était évidemment Même si on peut penser qu'il n'est pas totalement étranger. Il n'est pas peut-être étranger, mais quand même, sur la question des arrêts maladie, j'ai lu qu'en plus, ce n'était pas des arrêts maladie qui étaient fixés. Vous savez, il y a une polémique sur les tampons d'arrêt maladie de complaisance qui est venue, évidemment, s'additionner à cette question de la prime. On ne comprend plus très bien. C'est les arrêts maladie quoi, de complaisance, de chauffeurs qui disent en fait, ce métier ne m'intéresse plus, j'ai plus envie de le faire, donc je me mets en arrêt maladie. Moi, j'ai toute confiance dans les équipes RH de la RATP, mais je me suis quand même posé une question. C'est une question de vieux des RH, ça. Je me demande si un certain nombre des causes d'exclusion de la prime relèvent d'une licéité totale. Par exemple, dire que quand on est en grève, on n'a pas droit à la prime, quand on est en accident du travail, on n'a pas droit à la prime. J'imagine que certains pourraient s'opposer à une telle décision si jamais... Juridiquement, là, en l'occurrence. Oui, bien sûr. En disant c'est une discrimination qui est interdite par la loi au titre de l'État dans lequel je suis, de salarié gréviste ou de salarié d'accident du travail. Donc j'ai été un peu étonné sur les causes, qu'on puisse dire certaines causes qui sont des causes, je sais pas quoi, ceux qui sont en congé pour des raisons particulières, mais ça ne relève pas d'une protection légale. Bien sûr. Pourquoi pas ? Mais il y a certains cas qui me semblent quand même un peu
douteuse. Tangente. Tangente. Et donc les en syndicats termes devraient de peut-être fiscalité. s'en emparer. Oui, enfin, je pense qu'ils ne vont pas tarder à le faire si jamais on est bien dans ce cas-là. Je ne veux pas qu'on se quitte parce que comme on a beaucoup de sujets, je suis désolé, j'accélère un tout petit peu parce que cette question, je ne sais pas, d'ailleurs Jean Castex, j'ai essayé de trouver, ne s'est pas encore exprimé sur cette question parce que c'est un des premiers dossiers qu'il va avoir à traiter parmi d'autres, et aussi sur les conditions de transport des usagers, parce que vous avez vu qu'ils se plaignent beaucoup en ce moment de la qualité des transports. Mais ils ont raison. Et ils ont raison parce qu'on est évidemment écrasé et qu'il y a de moins en moins de métro, peut-être est-ce dû d'ailleurs au manque de chauffeurs et au sujet qu'on évoque depuis quelques minutes. Le Sénat, vous avez vu sur le projet de loi d'assurance chômage, les sénateurs ont limité l'accès à l'indemnisation des salariés en CDD et des intérimaires refusant des CDI. Là, je vous vois lever un sourcil. Ça vous choque ? Moi, je trouve ça très intéressant, c'est qu'en fait, pendant des années, dans les années 90 jusqu'à 2000, les entreprises ont demandé de la flexibilité, ont demandé de l'agilité face à des salariés qui finalement étaient plutôt attachés à cette sécurité-là. Et aujourd'hui, plutôt demandeurs de CDI d'ailleurs. Voilà, et aujourd'hui que les salariés ont finalement ont compris les enjeux de cette flexibilité et que finalement ça leur convient. Et que ça les arrange. Aujourd'hui, les entreprises finalement ont peur finalement de partager cette flexibilité avec le salarié. Donc, honnêtement, je pense que encore une fois, on se pose pas les questions de fond. Mais c'est orthogonal avec l'évolution du monde du travail. Mais oui, aujourd'hui, le CDI n'est plus attractif. Pourquoi ? C'est ça la question. Pourquoi c'est un peu comme dans les cabinets d'avocats. Vous avez aujourd'hui des gamins qui veulent plus être associés. Non. Bon, pourquoi aujourd'hui le CDI n'est plus le Graal ? François Vigne, Jean-Michel Garrigue, c'est orthogonal parce que le monde du travail change. On nous dit maintenant flexibilité, télétravail, on est auto-entrepreneur, on devient indépendant. Puis là, le Sénat dit attendez. Hop, si vous refusez le CDI, réduction, voire suppression des indemnités. On est dans un cas classique dans lequel l'évolution des mœurs est plus rapide que l'évolution du droit. Il faut quand même rester conscient d'une chose. Hein. La règle du CDI est encore celle de la majorité de la population active, qui veut un CDI parce qu'on ne peut pas emprunter si on n'a pas de CDI, parce qu'on ne peut pas louer un appartement si on n'a pas de CDI, etc. Mais ce que dit Olivia est tout à fait juste. Il y a véritablement une évolution des mœurs. Ce qui est pour l'instant émergent, qui a été embryonnaire, qui est émergent, émerge. Et puis va devenir de plus en plus émergent au fur et à mesure que les nouvelles générations vont impacter le marché du travail, parce que les nouvelles générations, elles, et on le voit dans le fameux rééquilibrage du rapport de force, les nouvelles générations vont être de plus en plus dans ce type de lien avec le travail. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que ça partait d'un bon sentiment. Il y avait aussi ce débat, vous vous souvenez des demandeurs d'emploi qui, au bout de 2 propositions de CDI, on leur coupait les indemnités, puis ça n'avait pas pu avoir lieu, pour des raisons juridiques d'ailleurs. Là c'est une bonne idée ou pas ? Effectivement, la mesure à voir, puisqu'elle sera sur les faits, mais j'ai un peu l'impression que les sénateurs sont comme les carabiniers et que globalement le gouvernement arrive sur ces sujets comme les carabiniers toujours trop tard. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs ? Le chômage cesse de baisser et il va même recommencer à augmenter puisque l'année prochaine on sera en récession, tout l'indique. Baisse de moins 10% sur l'année. A priori, on devrait. Et donc aujourd'hui, le problème, ça va être plutôt le chômage. Et par ailleurs, on a un problème aujourd'hui toujours d'adéquation des collaborateurs par rapport aux emplois. C'est ce qui cause aussi, je dirais, le nombre d'emplois non pourvus. Aujourd'hui, le vrai sujet que devrait traiter l'État, c'est celui de l'éducation nationale, celui de la formation. Aujourd'hui, on a une éducation nationale en faillite, on a un problème de formation. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la forte baisse de la productivité des entreprises françaises. Aujourd'hui, c'est la mauvaise qualité de l'enseignement qui explique aussi ce recul de la productivité. Plutôt que de s'occuper de mesures relativement anecdotiques, il faudrait s'occuper de l'essentiel, qui est aujourd'hui la réforme du système scolaire et de formation, pour permettre aux salariés d'exercer les emplois qu'ils veulent et aux entreprises de trouver les compétences dont elles ont besoin. Un pansement sur une jambe de bois, vous dites qu'il faut aller beaucoup plus en profondeur et repenser notre modèle éducatif. Oui, et notre modèle globalement de formation pour permettre aux salariés de bénéficier de la formation qui leur permettra d'exercer les métiers qu'ils veulent, et aux entreprises... Ça a été réformé, François Vigne, quand même. Non, mais je m'autorise, il y a le CPF, il y a... L'éducation, pas du tout. Non, l'éducation, on est d'accord. Olivia Copin. Non, mais je me mets à la place du chef d'entreprise. Vous avez un CDD, puis vous lui proposez un CDI, la personne va accepter, contrainte, parce que sinon... Donc comment va se passer la collaboration ? Vous allez miser sur quelqu'un, le former encore plus, l'intégrer dans l'entreprise, alors que finalement... Mais le CDI n'est pas non plus une prison, parce que un CDI, n'importe qui peut démissionner. Non, c'est pas vrai. La seule différence entre le CDI et le CDD, c'est que... Vous avez un lien économique. Les 3 mois de préavis. D'accord. Et puis vous avez les allocations de chômage. Non, quand vous démissionnez d'un CDI, vous n'êtes pas éligible aux allocations de chômage, sauf des cas particuliers, mutations légitimes, etc. Alors qu'à la fin d'un CDD, pour peu qu'il soit d'une certaine durée minimale, vous avez droit aux allocations de chômage. Exact. Donc, incontestable. Donc c'est d'ailleurs là où les sénateurs interviennent. C'est dans cet espace-là. Dans ce statut-là, en tout cas. Entre la prime de précarité que perçoit le collaborateur en CDD, le droit à l'assurance chômage,
la perte d'un statut en CDD est beaucoup plus intéressante qu'un statut en CDI. Le seul avantage du CDI par rapport au C'est CDD... l'emprunt. Alors, c'est l'emprunt, mais je veux dire, en termes de contrat, c'est que vous pouvez démissionner de votre CDI quand vous voulez, alors qu'un CDD, théoriquement, vous devez aller au terme du CDD que vous avez conclu. Ouais. Cette image, bon, évidemment, on finit par pas une touche sucrée, c'est pas le mot, mais c'est le côté fun d'une institution qui est quand même évidemment une très vieille institution et qui a décidé de communiquer sur TikTok. Alors, je ne sais pas si on a l'image du... On n'a pas l'image. Eh bien, il y a une image, vous auriez dû voir une image normalement de la gendarmerie qui recrute sur TikTok. Est-ce que vous, dans vos espaces personnels, vous êtes sur TikTok, par exemple ? Nous, globalement, les profils que nous recrutons, c'est pas tellement sur TikTok. Non, c'est Sycomore Finance, c'est pas TikTok. C'est LinkedIn, oui, TikTok, non. Mais si jamais on avait des salariés dans cette tranche d'âge... Non, mais l'idée que les gendarmes communiquent sur TikTok, enfin, qui est quand même à l'origine un réseau social où on danse, où on s'agite, qui est quand même très jeune, hein, ça vous semble être une bonne idée ou c'est un gadget et on passe à autre chose? On sait quelques problèmes parce que c'est détenu par les Chinois, comme vous le savez. Il y a quelques problèmes de secret défense, de confidentialité. Je ne sais pas si c'est le bon instrument. Mais en dehors de ça, que la gendarmerie utilise des moyens modernes, c'est très bien. Et l'armée l'a toujours fait pour convaincre le public. Et donc c'est normal. Ouais, les clips de l'armée. Jean-Michel Copin et Olivia. Jean-Michel Garrigue. Vous avez vu C'est un honneur pour moi. Absolument. En fait, moi, j'ai plein d'admiration pour ce que font les armées et la gendarmerie nationale. J'ai beaucoup échangé avec les DRH de la gendarmerie, Armando de Oliveira qui vient de partir et Bruno Arvizet qui vient de prendre sa suite, deux généraux de corps d'armée. Ils font des choses absolument remarquables. Ils sont modernes. En matière d'engagement. Vous avez vu qu'on va créer 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Oui. Donc, il faut des nouvelles implantations, un développement à la fois des lieux, des compétences. Et là. Donc, ils font un travail absolument remarquable qui est aujourd'hui, on le voit bien, de plus en plus important, tellement les Français prêtent une attention à la sécurité. Dans les territoires. La gendarmerie, c'est la sécurité en dehors des grandes villes. Exactement. Donc, en termes comment dirais-je, de proportion de territoire par rapport à la police. Ils sont très sollicités. Il n'y a pas photo, si vous me permettez l'expression. Ils font un travail absolument remarquable, à la fois d'engagement, de motivation, de fidélisation. Et qui a une autre image que la police, je m'autorise, qui n'est pas vue par les Français de la même manière. Et puis n'oublions pas que c'est statut, les gendarmes sont des militaires, c'est pas le même statut. Absolument. Olivia Copin, TikTok, vous y êtes sur TikTok, vous moi, à titre personnel, non, mais c'est un outil de travail comme un autre. Effectivement, je pense qu'en fait, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de support tabou. Il faut aller chercher votre cible là où elle est. Finalement, pour attirer ces jeunes générations, est-ce qu'aujourd'hui, elles lisent forcément la presse? Je pense pas. Non. Les clips à la télévision, ça coûte quand même cher, ça a un coût. Oui. Est-ce que les jeunes regardent la télévision? Ils sont plutôt sur Netflix ou ces types de plateformes-là. Donc c'est vrai qu'aller sur des supports comme TikTok, ça permet d'aller chercher un autre public. Cette cible. Après, je pense qu'ils sont accompagnés de professionnels qui, il faut adapter le bon format, le bon message sur ce format-là. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir d'a priori sur un média. Puis c'est juste un clin d'œil. Un dernier mot, Jean-Michel. C'est juste un clin d'œil, c'est pour attirer. C'est pour que la personne ait envie de cliquer, je sais pas, ou d'appeler. C'est aussi pour que les médias comme nous en parlent et créent du relais en disant tiens, la gendarmerie est moderne, va donc voir. Parce qu'en général, on va quand même plutôt sur le site de la gendarmerie quand on veut devenir gendarme. Enfin, je l'imagine. Oui, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont, des jeunes qui vont être sensibles à ces messages et qui vont du coup découvrir leur vocation en regardant TikTok. Et c'est très bien. Merci à vous trois de nous avoir éclairé tant sur les sujets d'actualité les plus chauds que sur cette question de la gendarmerie. Merci Olivia Copin, Just Business, professeur au CELSA. Merci Jean-Michel Garrigue, j'ai bien prononcé votre nom de famille cette fois-ci. BLB associé. Merci. Vous fûtes DRH, expérimenté, pas vieux DRH, mais DRH expérimenté, je m'autorise à rectifier. François Vigne, merci. Sycomore associé et très impliqué au sein des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci à vous trois. Et on termine avec fenêtre sur l'emploi. Est-ce qu'on peut être fun pour se faire recruter? Comment on réinvente finalement tout ça? Est-ce qu'on doit aussi faire des vidéos sur TikTok pour se faire remarquer? Ça, c'est une question et on en parle tout de suite.